On a la possibilité de concevoir en .NET depuis la version 6 une minimal API. C'est une API avec le minimum de dépendance. .NET est influencé par d'autres langages en ce qui concerne cette tendance minimaliste, par exemple JavaScript et Python entre autres. Car avec ces langages, on peut écrire des API avec seulement quelques lignes, contrairement à .NET où on doit ajouter des contrôleurs. C'est un autre moyen de concevoir rapidement des petits projets, comme par exemple des prototypes ou des microservices. On passe à la pratique. En ce qui concerne les conditions préalables, alors là j'utilise Visual Studio 2022 avec la version .NET 7. Donc, je vous montre ici dans Outils, obtenir les outils et fonctionnalités. Voilà, développement web et ASP.NET. Il faut l'ajouter si ce n'est pas fait. Voilà, pour moi, c'est déjà ajouté. Alors, on va créer le projet, donc dans Fichier, Nouveau, Projet. Donc, ce sera ASP.NET Core, donc un projet sera donc vide. Donc le template il est là. C'est un modèle de projet vide pour la création d'une application ASP.NET Core. Ce modèle n'a aucun contenu. Donc, suivant. On va donner le nom à notre application. Ça sera du coup School Minimal API. Suivant. Voilà, donc j'utilise .NET 7. Créer. Donc voilà, le projet a été généré. Avant de le voir en détail, on va l'exécuter. On peut sélectionner ici AES Express. Voilà, exécuter. Donc voilà. Et la fiche, voilà. Hello World. Alors, donc dans programme.cs, donc première chose, il n'y a pas de méthode main. Voilà, donc d'habitude on a ici le point d'entrée d'une application console. Voilà, programme.cs, donc c'est sur l'application de type console ici. Le point d'entrée c'est la méthode main. Or ici on n'a pas de méthode main. Depuis la version 6, donc .NET 6, cette méthode n'existe plus, donc on ne la voit pas. Le développeur ne la voit pas. Par contre, elle est générée derrière par le compilateur. C'est tout à fait transparent pour nous. Alors la deuxième chose, on voit qu'il n'y a pas de using. Voilà. Contrairement à .NET 5, on fait du using, donc des dépendances de framework ASP.NET Core. Là, il n'y en a pas. Tout simplement, il y a une nouvelle directive qui s'appelle, c'est une nouvelle fonctionnalité, Global Using, depuis C# 10. Et en fait, en gros, ça consiste à définir dans un fichier des using, donc avec le mot global. Et ensuite, on a la possibilité de les utiliser dans d'autres fichiers. Alors, du coup, dans les nouveaux projets, c'est fait. Cette option est activée par défaut. Je vous montre ici, par exemple, dans les propriétés de ce projet. On a ici implicit using qui est activé. Alors, si global using se trouve dans un fichier,
qui se trouve, voilà, je vais vous montrer. Ouvrir le dossier. Voilà. Voilà. Un debug. .NET 7. Voilà, on a ici un fichier qui s'appelle Global Minimum API, donc c'est le nom du projet, de la solution aussi. Et puis .globalUsings.g.cs. On consulte le contenu et on a ici, donc ça a été généré donc automatiquement les Global Using. Donc on a la possibilité dans les autres classes, donc y compris programme.cs, voilà, de les utiliser sans les importer explicitement. Voilà, c'est déjà fait. Alors, en ce qui concerne le code ici, donc avec Builder, on a la possibilité de configurer nos services. Par exemple, on peut ajouter le DB Context pour accéder à la base de données. Ici, cette partie, c'est là où on va avoir tous nos endpoints. Donc, on va ici un exemple. Donc, app.mapget. Ça permet tout simplement de mapper. Donc ici on a c'est une route, voilà, donc c'est une URL qu'on va mapper à une méthode. Voilà, ou bien ce qu'on appelle un handler qui est un delegate. C'est ça l'URL, mais on peut avoir par exemple une URL comme ça, test par exemple. Cette route test, c'est tout simplement, elle sera traitée par cette expression lambda. Donc en gros, la gestion des routes, ici donc en ce qui concerne une minimal API, on a une expression lambda, donc un delegate, un handler, voilà, un gestionnaire, qui va gérer une route. Dans ce cas-là, c'est test, mais on peut avoir une liste d'URL, voilà, donc chaque URL sera gérée par un handler qu'on va définir. Ensuite, cette dernière ligne, app.run, c'est pour lancer l'application. Ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter Swagger à notre API. Donc c'est pour la documentation et aussi on aura la possibilité de faire des tests rapides. Voilà, donc dépendance, gérer les packages NuGet, parcourir. Alors Swagger. Ici, voilà, ce qu'il nous propose, on va prendre ce package, la dernière version, installer. OK. OK. Voilà, il est installé. On vérifie dans dépendances, packages. Voilà. Il est bien là. Alors, dans programme, ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter Swagger. Donc ce sera add Swagger. Voilà. Donc là on l'ajoute en tant que service. On l'ajoute avant builder.build. Donc du coup
coup, ça sera ici. Ensuite, on va tout simplement ici l'utiliser. Donc app.use Swagger. Voilà. Et également Swagger UI. Voilà. User interface. On réexécute. Voilà, donc dans l'URL, on ajoute Swagger. Donc on arrive à l'index.html. Et pour le moment, on a une méthode get, voilà, du type get. La route, c'est test. Voilà. Et on fait un test. Exécuter. Et la réponse, c'est bien Hello World. Alors, on peut mentionner que comme URL, quand on lance, on exécute, comme URL de lancement, ça sera Swagger / index.html. Ça, on peut l'indiquer dans donc ça sera dans properties launch settings.json. On a AES Express ici. Et ici, on peut tout simplement, par exemple, voilà, launch URL. Voilà. C'est-à-dire quand on lance l'application, on arrive directement sur Swagger / index.html. On refait le test. Donc voilà. Alors ce qu'on va faire, on va ajouter du coup 5 endpoints. Le premier, ça sera pour obtenir la liste de tous les cours. Ensuite, obtenir un cours via son identifiant. Puis, création d'un cours. Voilà, via donc les deux premiers, ça sera des méthodes get. Puis, création d'un cours. Avec map post. Modification d'un cours avec map put. Et ensuite, suppression d'un cours avec map delete. Ici, en fait, on a vu une méthode d'extension qui s'appelle map get, mais on a aussi d'autres, voilà, ici. On a map post, put, patch, delete, voilà, ainsi de suite. Avant d'ajouter notre classe modèle, on va ajouter quelques dépendances. Voilà, donc dépendances, gérer les packages NuGet. Donc première dépendance, c'est pour donc un petit framework Core SQL Server, puisqu'on va utiliser SQL Server. Voilà. Installer. Prends la dernière version.
OK. Ensuite, on va ajouter Microsoft Entity Framework Core Tools. Voilà, je propose ici. En fait, cet outil permet tout simplement voilà, de lancer des commandes, par exemple, voilà, mettre à jour la base de données, donc ajouter une migration, etc. Donc voilà, installer. OK. Voilà. Donc on a les deux packages qui sont ajoutés. Voilà. Maintenant on ajoute un dossier. Models. On ajoute une classe. Voilà, classe. Donc ce sera une classe cours. Voilà. Course en anglais. Donc voilà, ils sont de remarquer que je nomme les classes et les méthodes en anglais. Donc c'est une bonne pratique à intégrer car quasiment toutes les grandes entreprises l'ont adopté. Pour une raison très simple, hein, donc l'anglais permet de communiquer facilement entre des développeurs qui ne parlent pas forcément la même langue. En l'occurrence, le français. Donc voilà, ça sera cours en anglais. Alors, ici on ajoute une propriété, un ID. Voilà, donc pour Entity Framework, ce sera l'identifiant. C'est une convention, donc on va pas préciser que c'est un identifiant, c'est d'office, il va considérer, Entity Framework considère que c'est un identifiant. Ensuite, un nom d'un cours, name. Ensuite, on ajoute une propriété, voilà, ça sera par exemple internal comment, ou bien internal description. Donc en fait, c'est un champ qui sera utilisé, qui sera pas exposé via endpoint, donc via notre minimal API. Il sera uniquement utilisé en interne, il ne sera pas exposé via notre API. C'est pour ça que je l'ai appelé interne. Ensuite, on ajoute dbContext, classe. Je vais l'appeler school dbContext. Enter. Donc, hérite de dbContext. Donc, on ajoute un constructeur, plutôt setar. Comme paramètre, on a dbContext options. School context. On va l'appeler options.
Ensuite, on appelle le constructeur de la classe dont on hérite. Donc dans ce cas-là, c'est dbContext. On passe aux options comme paramètre. Voilà, donc notre dbContext nous permet tout simplement d'interagir avec la base de données, donc de gérer les connexions, de gérer les transactions, etc. Donc ça fait partie d'Entity Framework. Alors, on ajoute également un dbset. Ça sera de notre classe cours, du coup. Ce sera cours, voilà. Alors, pour ce tuto, j'ai ajouté uniquement une seule classe. Mais si vous voulez approfondir vos connaissances en ce qui concerne Entity Framework Core, j'ai ajouté une vidéo en utilisant l'approche Code First avec plusieurs classes et relations. Par exemple, un cours, un étudiant, donc une relation many-to-many, one-to-many, etc. Voilà, le but de cette vidéo, c'est vraiment de se concentrer sur le côté minimal API, donc les endpoints, et je simplifie, donc on va utiliser uniquement une seule classe. Ensuite, on a besoin d'une connexion string. Donc, notre dbContext a besoin d'une connection string. On va l'ajouter dans appsettings.json. Pour des raisons pratiques, j'ai déjà préparé. Donc voilà. Elle est là. Ça s'appelle School Minimal API Connection. Ensuite, moi j'utilise SQL Express en local, voilà. Catalogue, là on a le nom de notre base de données. J'ai donné le même nom que la solution ici, donc que le projet, voilà, et la solution. Mais vous pouvez donner bien sûr un autre nom si vous le souhaitez. J'ai un point, une virgule en plus, voilà, je supprime. On ajoute dbContext comme service dans programme.cs pour l'injection de dépendance. Voilà, j'ai déjà préparé. Donc en gros, on a add dbContext. Voilà, on a une expression lambda. On va utiliser SQL Server et ici comme connection string, c'est ce qu'on a déclaré dans appsettings.json. Voilà. Ensuite, on va créer la base de données. Outils, gestionnaire de package NuGet, console de gestionnaire de package. Voilà. Add migration. Initial create comme nom. Enter. Voilà. L'outil Entity Framework a créé un dossier migrations avec un fichier initial create, donc le nom qu'on a donné. Voilà. Le fichier contient deux méthodes. Up pour la création de la base de données. Down, si jamais on veut faire un rollback, voilà, retourner en arrière. Donc dans up, ici on a création de la table, voilà. Le nom, donc les cours, qui contient un ID, le nom et le troisième champ, internal comment. Donc down, c'est tout simplement pour faire un rollback, et dans ce cas-ci, c'est un drop table, suppression de la table. Et puis on a un snapshot. On va créer la base de données avec la commande update database. Enter.
On vérifie avec SQL Management Studio. Voilà. Je fais ici un refresh. Voilà, et il y a bien une base de données qui a été créée. Donc voilà, on a bien deux tables. Donc la table cours qui correspond à notre classe modèle cours. Ensuite, on a une autre table qui permet à Entity Framework de gérer les différentes migrations. Voilà, on sélectionne. Voilà, donc notre premier fichier, donc initial create, voilà, a été exécuté. Et ici, on a la table cours qui contient un ID, le nom et le commentaire interne. Et actuellement, elle est vide. Ce qu'on va faire, on va ajouter nos différentes méthodes. Donc ici, on a la méthode de test, on n'a pas besoin de la mettre en commentaire. Voilà, ce qu'on va faire, on va ajouter là, obtenir tous les cours. All courses, voilà. Du coup, ce sera la méthode get. Alors, comme URL, on va dire courses. Et comme handler, comme méthode, du coup, si async comme paramètre, on aura besoin de notre contexte. Voilà. School DB context. On va l'appeler DB context. On va utiliser la classe result. La méthode OK. On récupère tout simplement tous les cours via DB context. Voilà, ici, manque un point virgule. Ouais, c'est async ici. Voilà. Alors, pour résumer, tout simplement, map get, pour obtenir tous les cours, on va utiliser cette route. Voilà, donc cette URL. Et puis, le mapping ici, en fait, cette URL sera géré par cette expression lambda, ou tout simplement, voilà, c'est un delegate. On passe comme paramètre le DB context. Bah, tout simplement, il sera injecté automatiquement vers le middleware ASP.NET Core. C'est inutile de le déclarer. Voilà, donc le contexte comme on le fait avec les contrôleurs. Désormais, il sera injecté en le déclarant tout simplement comme paramètre, uniquement comme paramètre, c'est suffisant. Voilà, donc on va exécuter. Voilà, on a notre méthode get. D'ailleurs, on peut faire un test. Execute. Voilà, on a la réponse. Pour le moment, c'est vide. Donc, ce qu'on peut faire, on va ajouter des données dans la base de données.
On va ajouter des données dans la table cours. Donc, un identifiant c'est autant incrémental, donc ce n'est pas nécessaire. Le nom, bon, on va par exemple ajouter C#. Comme commentaire, bon, langage de programmation. Voilà, c'est bon. Identifiant 1. D'ailleurs, on peut tester avec Postman directement ici. En ce qui concerne la configuration, dans File, Settings, voilà, il faut SSL Certificate Verification, il faut le mettre à off. Du coup, on ajoute une nouvelle collection ici. On peut l'appeler School Minimal IPA. On ajoute une request. Ce sera du type get, on va l'appeler get car6, voilà. En ce qui concerne l'URL, du coup on l'a ici, voilà. Send. Voilà, on a une liste avec un cours. Alors, il y a moyen de préfixer tous les endpoints en utilisant la méthode map group. Voilà, je peux vous montrer ici. Du coup, on va définir. Donc, ça sera var. Voilà, on voit ici prefix the pattern, donc qui préfixe toutes les routes dans ce groupe. C'est-à-dire, par exemple, on va dire toutes les routes, tous les endpoints qu'on va utiliser après, ben, elles seront tout simplement préfixées par cal6. Voilà, comme ça. Ensuite, on va utiliser Minimal API pour tout simplement appeler notre méthode pour obtenir tous les cours, et du coup ça ce n'est pas nécessaire puisqu'on l'a déjà ici. Voilà, je relance. Voilà, on a obtenu la même chose. On refait un test avec Postman. Et ça marche. Alors, là en fait, il y a un champ qu'on ne souhaite pas exposer en fait pour les clients, qui s'appelle internal comment. Or, on l'a bien ici. Voilà. Alors, une des solutions pour ne pas exposer toutes les propriétés de nos classes, donc de nos objets, c'est d'opter pour des classes intermédiaires entre notre modèle et le client. Ce qu'on appelle DTO, c'est Data Transfer Object. Ce sont des objets qui permettent justement de retourner uniquement les informations qu'on souhaite
envoyer au client et réduire le volume si nécessaire. Parfois, le client n'a pas nécessairement besoin d'avoir toutes les informations, pas forcément pour des raisons de confidentialité, mais parfois, il y a certaines informations dont il n'a pas besoin, et d'autres informations, on souhaite les cacher, les masquer. Par exemple, on les utilise uniquement en interne. Et si j'ai mis un exemple d'un commentaire, on le voit, la classe, donc la classe cours par exemple, il y a cette information qu'on souhaite garder pour nous, donc c'est un commentaire interne, hein, voilà, c'est juste un exemple. Hein. Alors, pour ne pas exposer toutes ces informations, on a ce qu'on appelle Data Transfer Object. Donc on va définir des objets, on va ajouter des classes, voilà, donc intermédiaires. Pour ça, on va créer un nouveau dossier. Ajouter dossier, on va l'appeler DTO avec S, donc Data Transfer Object. Puis on va ajouter une classe. Ce sera donc course, voilà, donc le cours. Qu'est-ce qu'on veut exposer comme données ou bien récupérer comme données du client. DTO à la fin. Bon, il y a l'identifiant. Voilà. Le nom. Voilà. Et si par exemple on décide d'exposer deux propriétés, donc ça peut être plus, hein, ça dépend des cahiers des charges, etc. C'est juste un exemple. Mais le troisième champ, ben on va pas le retourner à l'utilisateur et le client, plutôt le client, et le client ne va pas l'alimenter non plus. Donc on va ajouter deux constructeurs sans paramètres et un autre avec paramètres, et comme paramètre on passe un cours, voilà, en paramètres. Voilà, sur base d'un cours, bah, on va tout simplement alimenter l'ID et le nom. On va modifier notre endpoint qui retourne tous les cours. Cette fois-ci, on va retourner une liste de DTO, de cours DTO. Et pas comme on l'a fait maintenant, des cours directement. Donc pour ça, ici, on va sélectionner. Ça sera select. Voilà, donc ça c'est un cours. Voilà. Et on va tout simplement instancier un cours DTO. Comme paramètre, bah, le cours. Voilà. Voilà, ici il manque une parenthèse. Bon, en fait ici, c'est court, pas DTO. C'est une erreur. Voilà, c'est-à-dire sur base d'un cours, on va... ça sert en fait quand on récupère des cours dans la base de données. On va
on va créer, instancier des cours DTO qu'on va retourner au client sur base des cours qu'on récupère de la base de données. Voilà, c'est pour ça qu'on a un constructeur et qu'on paramètre un cours et pour alimenter l'identifiant et le nom uniquement, puisque il n'y a pas de commentaire ici. Donc voilà, et on refait un test. Voilà. On refait l'appel ici. Voilà, et maintenant on n'a pas le champ interne qui est retourné. Voilà, on retourne au client uniquement des champs dont il a besoin. Et un des avantages aussi, ça permet de ne pas retourner. C'est par exemple, on a un cours qui a une liste d'étudiants par exemple. Parfois, on n'a pas besoin de retourner la liste des étudiants. Et ça permet aussi de réduire le volume tout simplement des réponses. Alors maintenant on ajoute une méthode qui retourne, on va dire get by ID, obtenir un cours via son identifiant. Du coup, alors ici on a besoin d'un ID. Voilà. On le passe comme paramètre aussi, donc ici. Voilà. Alors, donc, on récupère le cours sur la base de son identifiant. Alors, si le cours n'existe pas, donc dans la DB, bah, on retourne à notre fond, donc le statut HTTP 404. Sinon, c'est-à-dire il existe, on va retourner un cours, mais ce format DTO, comme on l'a vu dans l'exemple précédent. Voilà, on instancie tout simplement un DTO, on passe comme paramètre le cours qu'on vient de récupérer de la base de données. Et donc, result c'est OK.
Voilà. Donc voilà. Donc on voit que l'identifiant est obligatoire comme paramètre. On va l'ajouter ici. Duplicate. Du coup, get cars by ID. Donc l'URL c'est identique mais avec un identifiant. Voilà. On va dire identifiant numéro 1. Voilà, il le trouve bien. Identifiant numéro 2. Voilà, 404 not found. Il l'a pas trouvé. Ensuite, on ajoute un endpoint de création. Donc, create course, voilà. Voilà, donc ce sera minimal API. Point. Cette fois-ci, on va utiliser map post. Donc, comme URL, voilà. Ensuite, au niveau de la méthode qui va gérer cet appel post, on passe comme paramètre donc le cours qu'on va créer. Voilà, TTO. Et aussi le DB contexte, comme les méthodes précédentes. Voilà. Alors, voilà, donc on crée un instancier un cours sur base de ce qu'on a reçu, donc du client. Voilà, on va pas ajouter l'identifiant puisqu'il est géré automatiquement en auto increment dans la base de données. Ensuite, on l'ajoute dans le DB7 cours. On sauvegarde les changements. Voilà, donc on va
créer un DTO qu'on va retourner puisqu'il contiendra l'identifiant sur base du cours ici. Donc, parce que voilà, quand on le sauvegarde ici, il y a l'identifiant, le cours reçoit un identifiant. Voilà, en gros ici on retourne un résultat, donc ça a été créé. Hein. Ça c'est l'URL, comment obtenir ce qui a été créé. Hein. Donc voilà, c'est cette URL tout simplement, donc get core by ID. Et le cours qui a été créé. On exécute. Voilà, donc une nouvelle méthode post. C'est ça qu'on va envoyer comme donnée. Donc on l'ajoute ici. Voilà. Dupliquer. Du coup, ça sera post. Ok, sauvegarde. Ensuite, dans body raw, on va voilà copier la valeur ici. Exemple. L'identifiant il est géré par la DB, donc on va pas l'ajouter. Et le nom, ça sera par exemple SQL. Voilà. Puis l'URL, c'est la même ici. Send. Alors on a ici. Ouais, en fait, il faut sélectionner comme quoi c'est du JSON ici. Voilà. Voilà, ça a été créé et on a reçu même un identifiant ici. On ajoute un autre endpoint, ce sera cette fois-ci de mise à jour. Voilà, on peut réutiliser ça. Alors, en ce qui concerne la mise à jour, on a besoin d'un identifiant. Donc, du coup, c'est méthode put. Voilà, put. Ici, besoin d'identifiant, du cours à mettre à jour. Donc, voilà, ID cours. Ensuite, des données de cours. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, on récupère le cours sur base de son identifiant.
s'il n'existe pas dans la base de données, ben, on retourne à notre found. Voilà, donc statut 404 HTTP. Si on l'a bien trouvé, ben on le met à jour. Ensuite, on sauvegarde. Voilà. Et on retourne. Dans ce cas-ci, il n'y a rien à retourner. Ça sera result no content. On exécute. Voilà, on a méthode put désormais. On doit indiquer l'identifiant, c'est obligatoire. Et puis ça c'est les données, donc le cours à mettre à jour. Voilà. On peut copier ça. Dans Postman, on va dupliquer post ici. Ce serait que les update l'URL. Bon, ça sera de type put. L'URL c'est comme le get ici. On doit ajouter un identifiant. Voilà. Alors, on a vu que SQL c'est identifiant 2. On va le mettre à jour. On change le nom par exemple. Voilà. Voilà. Le serveur a bien traité la requête, donc c'est bon. On peut vérifier ici, par exemple, on récupère le cours avec identifiant 2. Voilà, désormais, il s'appelle Git. Ici, par exemple, on essaye de mettre à jour un cours qui n'existe pas. Voilà, 3 par exemple, identifiant 3. Voilà, c'est un autre found. On le voit ici. Maintenant, on ajoute le dernier endpoint qui est le delete cars. Voilà, un cours. Donc, pour le delete, on a besoin uniquement de l'identifiant. Bon, on peut par exemple reprendre cette méthode. Voilà. Du coup, ça sera un map delete. On a besoin de l'identifiant du cours. Comme le get, on a besoin uniquement de l'identifiant, c'est suffisant. Et ensuite, on va essayer de récupérer le cours. D'abord, on va s'il existe. Si le cours n'existe pas dans la DB, ben on retourne à notre found. Si on le supprime, on sauvegarde les changements.
Voilà. Voilà, no content. On relance. Voilà, on a maintenant un delete et comme paramètre, identifiant est obligatoire. Alors, donc ici, delete. On va supprimer le cours 2, un git. Déjà, on peut refaire un get tous les cours, voilà. Voilà, on a 2 cours dans la base de données. On va supprimer le cours numéro 2. De 104, voilà, statut de 104. No content, pas de contenu. Par contre, le serveur a bien traité, a bien géré la réponse. On refait obtenir tous les cours. Maintenant, on n'a plus le cours numéro 2. Si on essaye de supprimer un cours qui n'existe pas, voilà, delete. Voilà. On a déjà supprimé 2, donc je refais la demande, voilà, la requête. Et not found. Il n'existe pas. Voilà, on a vu les 5 endpoints. Voilà, on a vu les 5 méthodes. Il y a d'autres choses, bien sûr, qu'on peut aborder. Hein. Ça, c'est juste une introduction en Minimal API. Il y a par exemple les filtres, l'authentification, l'autorisation. Un filtre, par exemple, ça consiste on peut ajouter un filtre à map ici, par exemple, add filter. Voilà, par exemple. Et ça consiste à valider, par exemple, des choses, des champs, ajouter un filtre pour toutes les autres méthodes. Voilà, par exemple, de valider des choses avant le traitement, par exemple, des choses, vérifier des champs, etc. On va pas les aborder dans cette vidéo, mais voilà, il faut savoir que il y a les filtres qui existent, il y a l'autorisation, la gestion de l'authentification également, et d'autres services. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à la prochaine. Au revoir.